Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV sur le numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 3e convocation du tribunal de l'actualité. Et vous le savez déjà, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Juge Bougma, bonjour. Bonjour, Président Kaboré, bonjour, Madame, Monsieur. Et vous serez rejoint d'un instant à l'autre par le juge Vaha. Pour cette 3e convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit à la barre 2 invités. Il s'agit du secrétaire général du syndicat national des animateurs de la vie scolaire Charles Dipama et du secrétaire général de l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire Thomas Nayogo. Avec eux, il sera question de la rentrée scolaire 2023-2024 déjà marquée par des mouvements d'humeur. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour Président, bonjour chers téléspectateurs. Et sur ce, je déclare ouverte cette 3e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Ce qui retient mon attention, c'est la suite de l'audition d'hier avec le secrétaire général du SAMAP, donc le magistrat Zabsonré. Il y a un magistrat, effectivement, qui a partagé avec nous les réalités liées aux travaux d'intérêt généraux. Quand on entend le chef de l'État, il est beaucoup plus pour ces travaux d'intérêt généraux plutôt que de mettre les uns les autres derrière les barreaux, derrière 4 murs qui pour lui non seulement confisquent la liberté mais la personne les plus utile à la société, alors qu'on pourrait évidemment redéployer ces personnes-là ailleurs pour d'autres travaux. Et donc c'est sa façon de voir. C'est prévu par les dispositions et c'est sûr que le chef de l'État en sait quelque chose. Il y a des Burkinabés qui n'en savent pas, mais il y a une réalité, selon le magistrat, il dit que la question des travaux d'intérêt généraux difficilement applicables, c'est pour 3 raisons. La première raison, les concernés refusent car beaucoup ont menti à leur famille en prétextant un voyage. La deuxième raison, les structures publiques refusent de recevoir les délinquants entre griffes. Et la troisième raison, les victimes s'y opposent parfois car elles considèrent le travail d'intérêt général comme une opportunité accordée à un délinquant. Et dit cela a amené beaucoup de juges à abandonner cette alternative. Donc c'est aussi notre société, ce sont les réalités également de notre société. Nous sommes gouvernés par des gens qui partagent nos réalités qui sont issues de nous. Le droit aussi est rendu, la justice est rendue aussi par des juges qui sont issus de nous, eux qui regardent également comment la société évolue. Parce que quoi qu'il en soit, la justice est voulue également par la société, elle est voulue par les justiciables. Et donc, et comme lui également, il ne vit pas sur une île, il vit également les réalités des citoyens. Par moi aussi, c'est à prendre en compte pour même sa propre sécurité. Donc, il y a ces éléments qui entrent en ligne de compte dans cette affaire. Donc, si l'option, c'est aussi pour les questions des travaux d'intérêt généraux, je pense qu'une seule volonté ne suffira pas. Il faut également faire comprendre les enjeux. Parce que quand une structure, un service public refuse de recevoir des gens qui doivent venir là-bas pour des travaux d'intérêt généraux, au motif que c'est des délinquants entre griffes, parce que l'homme a fauté, la société lui donne une porte de sortie, de travailler pour cette société tout en se repentant, et que des entités de cette même société refusent de recevoir une telle personne, que voulez-vous? Donc, à la fin, c'est une société burkinabé aussi qui doit savoir ce qu'elle veut et fondamentalement ce qu'elle veut. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne pouvons pas avancer sans l'économie, de nous asseoir, nous parler et remettre un certain nombre de choses sur la table, discuter clairement et ensemble savoir dans quelle direction nous voulons y aller. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Alors, juge Vaha, bonjour. Oui, bonjour Président Kaboré, bonjour juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Je m'excuse déjà pour ce retard-là. Mon avant-propos, si j'en aurais dû très rapidement, je vais aller rapidement au Niger. On sait qu'il y a un deuil national qui a été décrété, 29 soldats sont tombés et dans une attaque qu'on dit très complexe qui mêle kamikazes, engins explosifs fabriqués et une centaine de terroristes. En tout cas, ça fait vraiment mal et on est solidaire de ce peuple-là dans ces douleurs. C'est clair que
avec peut-être on va dire le revirement des choses, c'est sûr que les terroristes sont en train de mettre aussi plus la pression. Il y a un autre avant-propos, cela concerne le Burkina. On nous permet de payer nos factures via certaines facilités qui mettent donc le mobile au centre. On connaît, c'est quoi Money, je ne veux pas faire de publicité ici. Mais on a l'impression que ça n'est qu'une facilité de paiement. C'est-à-dire que c'est sans plus. Vous payez et vous n'êtes pas sûr que vous avez vraiment payé et que l'opérateur prend en compte votre paiement. De sorte à ce que vous pourrez être là et puis un matin, on peut venir vous couper votre eau, votre électricité, alors que ça devrait être systématique. Pourquoi est-ce que le message que le consommateur reçoit n'a pas valeur de reçu? Ça, c'est une question que je pose. Est-ce que c'est à lui la faute si derrière il doit faire encore des travaux de croisement ou quoi que ce soit? Si vous mettez une plateforme par laquelle il peut payer, à partir du moment où il a réglé, je pense que ça a valeur de reçu. Et on ne peut pas aller encore dans des explications derrière. Donc il y a un gros travail à faire. Il y a des jeunes qui sont très dynamiques, qui sont capables de pouvoir offrir des solutions. Aujourd'hui, vous avez des facilités sur Internet et autres. Quand vous payez quelque chose, ce qu'on vous donne automatiquement, c'est un reçu qui est généré. Mais dans d'autres cas, je pense qu'on a tenté une facilité, mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout de la chose. Et il y a beaucoup qui s'en plaignent. Écoutez souvent le mot a dit, et il y a beaucoup d'autres éléments. Je pense que ces structures-là doivent prendre cela en compte. Pour les auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM, vous êtes bien à la 3e convocation du tribunal de l'actualité et nous parlons de la rentrée scolaire qui déjà est marquée par des mouvements d'humeur. Première question de généralité, dites-nous, c'est quoi le rôle d'un agent de la vie scolaire? Merci bien, Président. Il faut dire que les agents de la vie scolaire, c'est 3 emplois au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit des assistants d'éducation recrutés niveau BPC, des attachés d'éducation recrutés niveau bac et des conseillers d'éducation recrutés niveau licence. Donc ces derniers, après leur recrutement, subissent une formation à l'École normale supérieure de Koudougou pendant 2 années et sont ensuite positionnés dans les établissements pour jouer le rôle d'éducateur. Voilà. Donc pour les attributions, en gros, les agents de la vie scolaire sont chargés de conseiller les élèves. Ça, c'est un rôle très important. Donc donner des conseils aux élèves, leur parler, être une oreille attentive pour ces enfants-là, parce que dans notre société, pas mal d'enfants traversent des situations difficiles à la maison qui inhibent en fait leur rendement scolaire. Donc le rôle des agents de la vie scolaire, c'est d'écouter ces élèves-là et de trouver des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent. Nous apportons également un suivi psychologique aux élèves en difficulté. Nous contribuons à l'éducation civique et à la citoyenneté au niveau des élèves. Nous participons à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves, parce que dans notre pays, il y a ce volet-là qui manque beaucoup. Comment orienter, amener les élèves à choisir vraiment des filières en fonction de leur potentialité. C'est le rôle en premier des conseillers d'orientation, mais qui sont en nombre très insuffisant au niveau de notre pays. Donc les agents de la vie scolaire participent à ce rôle-là. Nous organisons des séances de sensibilisation sur des thèmes émergents au profit des élèves. Il y a des thématiques récurrentes comme la santé sexuelle et reproductive, le civisme, etc. Donc nous animons ces thèmes-là. Nous recevons les parents d'élèves, nous les conseillons aussi souvent. Les parents qui viennent s'enquérir, en tout cas de la conduite de leurs élèves à l'école, nous sommes chargés de ce rôle-là aussi. Nous traitons les dossiers scolaires des élèves. Nous apprêtons également leurs dossiers pour les différents examens scolaires. Et enfin, nous assistons les chefs d'établissement dans le pilotage quotidien des établissements scolaires. D'accord, merci M. Dipama. Monsieur les juges, les convoqués sont à vous pour des questions de généralité ou de fond. Non, moi je parle de question de généralité. Juge Baha. Bon, je vais dans le fond. Allez-y dans le fond. Alors. D'accord. Je pense qu'on parle de rentrée pédagogique. Après, il y a la rentrée elle-même. Vous êtes sortis,
Vous avez votre grève de 48 heures, c'est les 2 et 3 octobre. Vous êtes rentré, vous avez attendu que les élèves rentrent pour faire votre grève. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. C'était quand vous avez commencé, pourquoi vous n'avez pas automatiquement posé le problème? Ou bien c'est bloquer nos enfants pour avoir plus d'impact? Non. C'est notre rôle même. Ça veut dire notre tâche même au début de la rentrée est importante. Voilà, je prends l'exemple. C'est nous qui appelons les élèves, qui les installons avant que les professeurs puissent rentrer pour faire les appels. Voilà, donc c'est nous-mêmes qui sommes chargés surtout surtout des inscriptions des élèves en complément d'effectifs. Donc le fait que nous avons parlé plusieurs fois et ça n'a pas donné, nous avons aussi profité de la rentrée pour nous faire entendre. C'est surtout ça. Je connais, on sait comment le mouvement syndical fonctionne. Donc, oui. C'est vrai que ça aurait eu moins d'impact si vous aviez commencé dès la rentrée pédagogique. Donc, accepter que c'est bien pour taper et faire mal. Oui, c'est exactement ça. C'est pour dire que nous avons profité pour nous faire entendre. Parce que chacun sait aussi son point fort. C'est ça. Pour faire, en tout cas, se faire écouter. Et vous savez que nos grèves de 2 jours là ont joué. Il n'y a pas quelqu'un que vous allez demander, que ce soit à Fada, à Bobo, à Ouagadougou, et il ne va pas vous dire que non, la rentrée a été boycottée. Il n'y a pas cette personne. Voilà que vous-même vous parlez. C'est tout de même étonnant de voir cette fierté que vous avez à dire que vous avez boycotté la rentrée alors que des milliers de parents attendaient cette rentrée et certains ont pris des préscolaires pour que leurs enfants puissent y aller. Oui, mais c'est normal parce que nous avons en tout cas, vous savez que c'est depuis... nous pouvons dire que c'est depuis 2018 que nous avons commencé à entamer les négociations avec le gouvernement. Pendant les vacances, nous avons adressé une note à notre ministre du tutelle pour lui dire si nos problèmes ne sont pas résolus dès la rentrée, nous allons boycotter. En juin, quand nous l'avons écrit, une semaine après, il a répondu que non, qu'il va nous programmer, on va en tout cas à des rencontres d'échange pour résoudre le problème avant la rentrée. Et c'était son dernier message. On a tenté partout, on n'a pas pu en tout cas avoir cette audience avec lui. Voilà. Juge Bouma. Oui, effectivement, la question de juge est pertinente. C'est le timing. Parce que aussi en période de grève, le timing compte pour beaucoup. Alors, le véritable problème, c'est quoi? Allez-y, monsieur Nicolas. Ok, merci bien. Je vais d'abord revenir à la question précédente. Le 12 septembre dernier, à la Bourse du Travail, nous avons animé une conférence de presse pour informer l'opinion publique et notre ministère de tutelle que si rien n'est fait, nous allons aller en grève les 2 et 3 octobre. Du 2 jusqu'à la fin de la grève, nous n'avons pas été appelés. Donc c'est pour dire aussi que ce n'est pas nous qui refusons le dialogue. Voilà. Comme ils l'ont dit dans leurs différentes sorties, les problèmes que nous avons posés là, ce n'est pas des problèmes qu'ils ignorent. Les problèmes sont sur les tables depuis plusieurs années. Donc pour les 4 points, c'est une plateforme minimale en 4 points. Donc le premier, c'est l'octroi de l'indemnité de logement, donc l'indemnité spéciale de logement aux agents de la vie scolaire. Le deuxième point, c'est l'adoption d'un plan défini afin de vider la cohorte des assistants d'éducation, donc un emploi en extinction, environ 1600 agents. Le troisième point, c'est l'implication des assistants et des attachés d'éducation au secrétariat du baccalauréat, parce qu'ils en sont exclus systématiquement. Le quatrième point, c'est l'institution d'un cadre de formation continue au profit des agents de la vie scolaire. Donc nos emplois ont été créés par décret en 2006. Les premières promotions ont été recrutées en 2008 et elles ont pris service à partir de la rentrée 2010-2011. Et jusqu'à présent, nous n'avons aucun cadre de formation continue. Donc voilà les 4 points de notre plateforme minimale. Alors vous dites que c'est un corps qui est en extinction. Qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que vous faites dire ça? Il ne l'écoute plus ou quoi? Oui, c'est le statut particulier du métier éducation-formation qu'il a dit. Il s'est agi
avec en tout cas entre griffes la baisse de niveau, de rehausser le niveau de recrutement. Donc tous les emplois niveau BPC ont été supprimés au MENA. Donc c'est le cas au niveau du primaire. Donc désormais on recrute avec le bac et c'est le cas aussi au secondaire avec les assistants. Donc leur emploi est mis en extinction. Oui, mais c'est un emploi qui avait été de la volonté de gouvernants en lien avec ce qui est incarné comme vision pour l'éducation. Et oui, si à un moment donné on estime qu'il faut relever le niveau ou bien même il faut l'étendre parce qu'il ne voit pas d'intérêt, ben vous, où est votre problème? Oui, ça c'est la question que je pose. Voilà, on va vous situer là où se trouve notre problème. Ok. Parce que ailleurs ça s'est en tout cas réalisé. Prenons le cas de la police. C'était un niveau CP. Quand ils ont rehaussé le niveau BPC, tous ceux qui sont entrés avec le niveau CP, on les a formés pour que eux aussi sortent comme niveau BPC, pour que ceux qu'on va recruter niveau BPC ne viennent pas les trouver là où ils sont et puis les dominer. Ça c'est la police, les eaux et forêts, les agents des eaux et forêts, presque partout. Voilà. Mais chez nous, ils ont décidé de laisser les assistants là où ils sont. Et vous savez, les assistants d'éducation qui ont été dont le corps est mis en extinction depuis 2010, ils sont sur le terrain. Et vous allez recruter un attaché d'éducation. Ça veut dire que c'est pratiquement ce que l'assistant a fait que l'attaché aussi va aller faire. Et quand l'attaché va revenir, il va trouver l'assistant, souvent même lui seul. Et c'est lui souvent qui est l'assistant qui est chargé d'encadrer l'attaché. Donc il n'y a pas une possibilité qui vous est donnée de faire un concours professionnel pour ceux qui sont assistants, de passer du stade de l'assistant à l'attaché? Absolument rien. C'est toujours les mêmes qu'on recrute 50-50, 20-20, alors que nous sommes nombreux. Nous avons demandé, comme ça a été le cas ailleurs, faites aussi ici. Et nous avons fait savoir qu'il y a des IAC depuis 1998 dont le corps est éteint. Et il y a des IAC actuellement qui existent toujours. Donc le gouvernement n'est pas obligé de nous recruter. Nous pouvons rester assistants. C'est là aussi nous leur avons dit. Les IAC, ils sont toujours IAC. Alors que chez nous, vous allez voir un seul assistant qu'on va affecter avec 11 classes. Un seul assistant. Alors que selon les tests, dans un établissement, il faut forcément un attaché d'éducation, un assistant d'éducation, un attaché d'éducation et un conseiller d'éducation. Même si c'est un établissement d'une seule classe. Alors qu'il y a des établissements où l'assistant d'éducation est seul avec 11 classes. Et c'est lui qui va jouer le rôle de l'attaché. Celui qui veut jouer le rôle du conseiller d'éducation, même quand on recrute avec les licences, et vous refusez de le reclasser, comme quoi vous n'êtes pas obligé. Est-ce que l'IAC là, est-ce qu'il joue le rôle de directeur d'école? Est-ce qu'il joue le rôle d'inspecteur? Non. Voilà le problème. Donc ce que vous demandez c'est quoi? Que le corps ne s'éteigne pas ou même vous reclasse? Non, on nous reclasse. Ça veut dire on augmente le nombre de concours professionnels. Ça veut dire vous recrutez 500, 3 ans c'est bon. Et depuis que nous sommes au nombre de 1619, en 2 ans même, on nous prend, on part former, parce qu'il y a un manque. Un lycée qui devrait avoir au moins ça, 5 à 6 agents, parce que selon les tests que eux-mêmes ont signé, ils ont dit que un attaché et un assistant d'éducation doivent avoir 2 classes, tout au plus 2 classes. C'est eux-mêmes qui ont signé, ce sont des tests, des arrêtés ministériels qui existent. Bon, maintenant, vous-même, vous avez dit que l'assistant que je suis, ou l'attaché que je suis, je dois gérer 2 classes. Vous me donnez 11 classes. Et c'est moi je vais gérer. En plus de cela, c'est moi je vais jouer le rôle d'assistant, d'attaché et de conseiller. Alors que si vous prenez chez les professeurs, le professeur Capsec, qu'on va lui solliciter d'enseigner en seconde par manque d'argent, on lui paye. 1 heure là, on lui paye minimum 2500. Mais chez nous, vous cumulez les tâches, assistant, attaché, conseiller. Et ça, on ne parle pas. Vous avez dit qu'il faut gérer 2 classes. Vous affectez les assistants seuls avec 11 classes. On ne parle pas. Maintenant, vous éteignez le corps. On vous dit maintenant de les former. Parce qu'un assistant qui va gérer 11 classes à lui seul durant 5 ans, après on va envoyer un attaché. Bon, qu'est-ce qu'il va venir? Bon, c'est bien, il va venir en tout cas seconder ou bien présider, mais ils ne vont pas s'entendre surtout. Voilà.
Et la plupart l'attachaient d'abord à son arrivée, c'est un stagiaire. Et il serait sous le coup de l'assistant. Donc nous demandons à ce que l'État forme les assistants en attaché. Ça sera là, mais il n'y aura pas de débat. Sinon, c'est l'État qui a décidé. C'est eux qui ont décidé de nous recruter. On n'a rien à dire à ce qu'eux décident. Maintenant, voilà, c'est ce qu'eux-mêmes qui ont signé, les tests qu'eux-mêmes qui ont signé, que nous parlons. Vous avez dit un assistant pour 2 classes et l'assistant à 11 classes. Voilà, c'est vous qui avez signé. Vous avez dit un assistant, un attaché, un conseiller, et l'assistant est seul, il gère tout à la fois. Donc, le minimum, même, c'était de le motiver en le reclassant même directement en tant qu'attaché. Parce qu'il n'a peur, je ne vois pas ce qu'il va aller encore apprendre à l'école. Absolument rien. Voilà. Juge Ba, je peux revenir là-dessus. Je voulais répondre par rapport à cette question. Je prends même des exemples au sein de notre ministère. Donc, il y a des emplois qui ont été éteints. Mais le gouvernement a mis des mécanismes pour permettre aux occupants de ces emplois-là de passer aux emplois supérieurs. Donc, il y a 2 poids 2 mesures. Voilà, donc c'est tout ce que nous décrions. Sinon, il existe effectivement un canal par lequel ils doivent accéder à l'emploi supérieur, mais c'est le canal ordinaire. Et comme il l'a dit, les postes à pourvoir à ce niveau sont très minimes. Voilà, 1600, plus de 1600, vous recrutez 50. Pourtant, par le biais des passerelles, il y a d'autres corps niveau catégorie C, notamment au primaire, au préscolaire, qui concourent également pour l'emploi d'attaché d'éducation. Donc ça pose effectivement problème. Vous avez décidé d'éteindre le corps, mettez les mécanismes en place pour permettre aux occupants de ces emplois-là d'accéder à l'emploi supérieur. Mais je me rappelle que je pense qu'il y avait 3 ans pour reclasser. Il s'était donné 3 ans. Oui, mais les assistants d'éducation n'étaient pas listés dans ces 3 ans. C'est des emplois que le gouvernement lui-même a décidé d'éteindre. Voilà. En fait, la différence là, c'est quoi? Le gouvernement a choisi les emplois que lui-même il a décidé d'éteindre et il a mis des mécanismes pour ces emplois-là. Maintenant, les emplois que les syndicats ont demandé d'éteindre là, il les a laissés pour qu'ils évoluent de façon ordinaire pour atteindre l'étape supérieure. Donc voilà le problème que nous posons. Donc 1600, nous demandons un plan défini. 1600 assistants d'éducation. Ce que nous demandons à notre ministère de tutelle, en collaboration avec la fonction publique, c'est d'arrêter un calendrier clair. Voilà, à cette année, nous prenons tant d'assistants d'éducation pour l'emploi supérieur. Et au bout de 3 ans, on vide la cohorte. Et tout le monde est tranquille. Mais à l'étape actuelle, ce n'est pas ça. Parce qu'en prenant 50 chaque année, mais c'est plus de 32 ans que ça va mettre pour vider la cohorte. Et là, ça nous crée des problèmes. Des emplois qui sont éteints et qui existent toujours sur le terrain, ça crée vraiment des problèmes de collaboration. Alors, vous demandez une augmentation de 26% sur une indemnité sociale dont vous ne disposez pas pour le moment. Est-ce que ce n'est pas trop demandé dans le contexte actuel? Non, ce n'est pas trop demandé. Nous ne demandons pas, nous leur demandons d'appliquer les textes qu'eux-mêmes qui ont signé. Voici le protocole d'accord qui est là. Ça a été dit là-bas qu'avec avec le gouvernement et les syndicats, ils ont décidé d'augmenter en 2018 l'indemnité spéciale de logement de 26% au personnel enseignant en classe et au personnel d'encadrement. Ça a été signé en 2018. Voilà. Maintenant, il y a un test aussi. Ça veut dire au moment de la création de notre corps, on nous a classés aussi comme des personnels d'encadrement. Voilà. Donc, le gouvernement, c'est au moment maintenant de l'application que nous avons vu on nous a écartés. Et c'est là que nous avons demandé, dit non, que nous ne faisons pas partie du personnel d'encadrement. Nous avons pris les tests pour leur montrer qu'eux-mêmes ils y ont, parce que c'est depuis 2008. Et quand ils ont vu maintenant qu'il y a le personnel d'encadrement, ils ont fait le décret après 7 mois. Après 7 mois de la signature du protocole d'accord pour ajouter le mot pédagogique, un décret et c'est devenu personnel d'encadrement pédagogique. Et c'est là maintenant qu'ils ont dit que non, à cause du mot pédagogique, les agents de la vie scolaire ne sont pas concernés. Pourtant, il n'y a pas deux sortes d'encadrement. Encadrement, c'est encadrement. Voilà. Donc, nous avons demandé. Mais si vous dites ça, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie maintenant que notre travail n'est pas... nous ne sommes pas des encadreurs pédagogiques. Du moment où nous aidons les professeurs à surveiller les devoirs en classe,
Du moment où, vous savez qu'au poste primaire ou au secondaire, les élèves n'entrent pas en classe au même moment. D'autres rentrent à 7h, d'autres à 9h, d'autres à 11h. Et ceux qui viennent à 7h, vous savez que ceux qui rentrent à 9h, ils viennent au même moment, mais ils vont perturber le cours. Nous sommes obligés de rentrer dans les classes, ce sont les tests même, et échanger avec ces élèves pour qu'il y ait l'ordre dans la classe, pour permettre aux autres de travailler. Et dans ça, on dit que comme notre travail, là, c'est un travail du bureau, nous n'entrons pas dans la classe. Vous ne répondez pas à ma question. J'ai parlé du contexte. Vous avez des collègues qui sont dans certaines régions où des établissements ont été fermés, qui se retrouvent à Ouaga. Vous connaissez la situation. Est-ce que le contexte est favorable? C'est là ma question. Ah oui, ça dépend aussi. Oui, moi je dis que c'est favorable parce qu'il ne faut pas aussi laisser l'ennemi profiter. Il faut lui montrer qu'avec tout, nous travaillons, nous sommes toujours debout. Je prends un exemple. Le gouvernement a pris un décret le 16 décembre 2022 pour reclasser 21 000 IC de la catégorie B1 à la catégorie A3. Bon, vous voyez, catégorie B1 à la catégorie A3, 21 000 IC. Nous l'avons apprécié, c'est bon. Voilà, parce qu'ils sont venus pour redresser en tout cas des erreurs du passé, c'est bon. Tout récemment, le 30 août, je ne sais pas si vous avez suivi, le gouvernement a pris un décret pour régler le problème des garderies, des ex-garderies populaires à hauteur de 1,6 milliard. Oui, c'est bien, nous apprécions. Mais est-ce que c'est toujours dans ce même contexte, non? C'est toujours dans ce même contexte. Voilà, donc je me dis que... La parole au juge va, allez-y. C'est vrai que là, au fond, c'est une question de reclassement. Maintenant, quand on regarde, le MENA, il est clair, il dit qu'il ne recrute ni compte en son sein des agents de catégorie C. Oui. Il y a l'article 21 aussi de la loi 081 qui dit clairement que la question du reclassement ne se passe sans passer par la voie du concours. Oui, oui. Bon, on est face à un dilemme. Ça veut dire que lorsqu'on dit concours, il y a un besoin qui est exprimé. Oui. Maintenant, vous voulez que la passerelle soit la logique du reclassement total et global vous concernant. Alors que la question du concours, d'abord, c'est une question de besoin exprimé par l'administration de recruter. Donc, le nombre sera le nombre du besoin. Maintenant, si le nombre ne vous sied pas, j'ai l'impression que vous dites, prenez-nous tous, mettez-nous de catégorie, de la catégorie B à de la catégorie C à la catégorie voilà, et que le concours ne tienne pas compte des besoins de l'administration. On a l'impression que c'est un peu ça que vous dites. Bon, parce que vous parlez des textes, vous parlez des textes, c'est les mêmes textes du MENA que je viens d'évoquer. C'est un parallélisme de forme. Ce que vous dites, nous sommes d'avis. Mais pour les autres emplois qui ont été éteints, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même situation. Vous prenez le conseil pédagogique itinérant, leur emploi a été éteint. Mais les dispositions pour vider là, mais on les vide tous. C'est ce qui se passe au MENA. Vous prenez le conseil pédagogique de l'enseignement secondaire, c'est la même chose, l'emploi est éteint. Les dispositions qu'on a prises là, c'est de permettre aux occupants de ces emplois-là, eux tous, de passer à l'emploi supérieur, qui est l'emploi d'inspecteur de l'enseignement secondaire. C'est ce que nous aussi on demande tout simplement. Voilà. Pourquoi on applique ça sur les autres et chez nous on ne peut pas le faire? Il y a un problème qui se pose. Oui, mais vous évoquiez les textes. C'est pour ça que j'ai rappelé ce qui régit le MENA. Oui. J'ai parlé de l'article 21 de la loi 081 qui est très clair là-dessus. Oui, et le MENA aussi qui est clair sur la question de l'agent qui est en son sein, qui ne peut être de catégorie C en termes de recrutement. Donc, du coup, comment on fait? Allez-y, monsieur Nayoka. Voilà. Donc, vous avez évoqué l'article 21. Je vous dis qu'avec le protocole d'accord, le gouvernement a reclassé par au moins 2 à 3 000 IP qui sont devenus des inspecteurs. Ils sont allés à l'école. 1000 IP. Actuellement, ils sont versés dans l'administration comme ça. On ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Donc, il y a pas, le test n'existe pas. Ce que vous dites, ça n'existe pas. Le gouvernement a reclassé, ça c'est pour la première fois, donc j'évoque le 16 décembre, 21 000 IC qui devraient faire la pratique
ils ne l'ont pas fait. Ce test n'existe pas, ou bien ça concerne les assistants les agents de la vie scolaire seulement. 21 minutes, non, j'arrive. Laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer. Calmez-vous. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est juste une tribune aussi pour je comprends. Maintenant, je vous ai dit, le test, le gouvernement a signé un test pour dire qu'il faut forcément, un éducateur doit gérer 2 classes, pas plus. Au lycée Bassi de Zignaré, il y a 9 agents de la vie scolaire avec 40 classes. Y a-t-il le besoin ou pas? Parce que vous avez évoqué que le gouvernement doit recruter en fonction du besoin. Au lycée à LTO, 67 classes avec 9 AVS. 67. Alors que vous-même, vous avez signé un test où vous avez dit que 2 assistants, un assistant pour 2 classes, un attaché pour 2 classes. Et vous affectez 9, prenez 67 divisé par 9, c'est combien? Et dans ce test que vous avez signé, vous avez dit, celui qui n'applique pas ce test-là, on peut le sanctionner. Vous pouvez avoir ce test. Il y a le besoin ou il n'y a pas le besoin? Et puis, autre élément, je pense, si ma mémoire remonte, c'était en juillet 2022, Koudougou, je pense que c'était à Koudougou. C'était à Koudougou que cette question a été discutée. Vous n'avez pas été associé? Nous, non. Parce que notre syndicat, c'est un nouveau syndicat. L'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire, c'est un nouveau syndicat. Nous n'avons pas été associés. Mais nous avons adressé une note à la CNCE, Coordination nationale des syndicats de l'éducation, pour leur soulever le problème. On ne nous a pas invités, mais si vous partez, évoquez notre cas. Nous avons adressé une note à la FCNTR, la Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation. Des travailleurs de l'éducation et de la recherche. La FCNTR. L'éducation de base. Non. Post-secondaire. D'accord. Oui, FCNTR. Ok. Voilà, nous avons écrit une note. En ce moment, c'était M. Badiel qui était leur SG. C'est moi, monsieur, allé lui remettre la note. On ne nous a pas invités, mais souvenez-vous de nous, de notre cas qui est un cas très très sérieux. Nous avons adressé une note au SINAVS, en ce moment qui était le seul syndicat des agents de la vie scolaire, pour demander le cas. Ils sont arrivés, le retour, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien. Que l'État a dit non, quoi. Vraiment, il n'y a pas eu de changement, absolument rien, zéro. On va juste rappeler à nos auditeurs qui nous prennent en marche que nous parlons de la rentrée scolaire ce matin avec qui rencontre déjà plusieurs manifestations avec des grèves notamment. La parole au juge Bougman. Oui, mais vous dites qu'il y avait un syndicat. Est-ce que ce syndicat prépare? Oui. Le SINAVS. Oui, le SINAVS. Oui. Alors, donc le SINAVS n'a pas pu se faire entendre ou quoi? Bien sûr. En fait, dans ce genre de rencontres, il y a plusieurs syndicats et souvent, c'est la loi du plus fort en fait. Voilà. Comme vous le savez, nos emplois ont été créés en 2006, comme je l'ai dit. C'est pratiquement les derniers emplois au MINA. Et en tout cas, on ne fait pas la part belle. Donc, comme vous le voyez, il y a des injustices que nous dénonçons. J'aimerais également revenir sur l'indemnité de logement. Parce que le décret que nous brandissons, c'est le décret 2008-373. Voilà. À son chapitre 1, section 1, il parle des personnels de l'enseignement secondaire. Article 8, les personnels de l'enseignement secondaire comprennent le personnel enseignant, le personnel d'encadrement pédagogique, le personnel d'appui et de gestion, le personnel d'appui. Quand on arrive à l'article 10, on revient, on dit que le personnel d'encadrement comprend les inspecteurs de l'enseignement secondaire, les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire, les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle, les conseillers, les attachés et les assistants d'éducation. Donc le décret est là. Donc pour nous, c'est clair, nous faisons bel et bien partie du personnel d'encadrement pédagogique. Pour la petite histoire, en 2011, on a institué l'indemnité spécifique au niveau de l'ex-MES. Et c'était le même terme. Cette indemnité-là est servie au personnel enseignant et au personnel d'encadrement pédagogique. Dans les premiers moments, la vie scolaire était écartée. Lorsque nous avons brandi ce décret, on nous a mis dans nos droits. On nous a octroyé l'indemnité spécifique. Pourtant, nous ne sommes pas un personnel enseignant. Donc, ça veut dire que nous sommes un personnel d'encadrement pédagogique. Donc, s'il y a d'autres textes
qui vont à l'encontre de celui-là, qu'on nous le montre. Parce que depuis que nous le présentons aux autorités du MENA-PLN, on n'a pas pu nous montrer un autre texte qui l'abroge. Donc il est toujours en vigueur. Donc il y a un non-respect des textes ici. On nous dit que non, nous sommes des encadreurs, mais nous ne sommes pas des encadreurs pédagogiques. En notre sens, il n'y a pas deux types d'encadrement au MENA. C'est l'encadrement pédagogique. Il n'y a pas un emploi d'encadreur pédagogique. C'est un ensemble d'emplois qui est regroupé sous le vocable encadrement pédagogique dont je viens de faire la lecture tout de suite. Vous dites également que vous êtes marginalisé avec des difficultés au plan social. Quelles sont ces difficultés-là? Oui, vous savez qu'en notre sein, au niveau du MENA-PLN, comme je l'ai dit, il y a plusieurs syndicats. Actuellement, nous sommes à 29 syndicats. Et il y a un fort corporatisme. Voilà. Donc, c'est les syndicats les plus forts qui sont écoutés. Et ceux qui ne sont pas forts, qui ne peuvent pas bloquer le système, ils sont marginalisés. Sinon, le SYNAVS a été créé depuis 2012. Pour mémoire, nous n'avons jamais lancé un mouvement d'humeur ou de grève. Seul, c'est avec la coordination que nous l'avons fait. Nous avons toujours mis au devant le dialogue. Toujours. Mais lorsque il y a vraiment des décisions qui nous mettent à mal, qui nous écartent, dans la plateforme minimale, j'ai pris le cas du baccalauréat. Au niveau du baccalauréat, pour le secrétariat, je vous rappelle que le secrétariat, c'est une tâche administrative. Nous sommes au niveau des établissements. Les assistants d'éducation et les attachés d'éducation sont systématiquement exclus du secrétariat du bac. Donc il y a un problème. Soit nous sommes du MENA et on nous inclut dans les activités, soit nous ne sommes pas du MENA. Il y a un problème. Donc ce que nous demandons là, ce n'est pas la mer à boire. Nous demandons notre implication dans les activités du ministère. C'est tout ce que nous demandons. Non, mais le secrétariat du bac, c'est rémunéré, non? Bien sûr, c'est rémunéré. Ah, d'accord. Oui. Allez-y. D'accord. Par rapport à la suite, maintenant, vous êtes, à vous entendre parler, vous êtes victime d'une marginalisation. Effectivement, c'est une injustice qui est là, il faut qu'elle soit réparée. S'il y a des corps qui ont été reclassés, il n'y a pas de raison que votre corps ne soit pas reclassé parce que le corps a été reconnu. S'il y a des avantages financiers que vous devez bénéficier également, il n'y a pas de raison que les autres corps bénéficient et vous n'en bénéficiez pas, ce n'est pas juste. Mais maintenant, la suite de votre combat, vous vous adressez à qui? Et en désespoir de cause, finalement, vous avez décidé de vous faire entendre. Alors, vous parlez à quel ministre maintenant? Fonction publique ou votre ministre de tutelle? Les deux. Et hier, avant-hier, nous étions au ministère de l'Éducation nationale et hier au ministère de la fonction publique. Parce que depuis, nous avons entamé des procédures au niveau au ministère d'abord de la fonction publique qui nous a dit d'aller voir le MENAP, le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes repartis là-bas et ils ont dit que ce n'est pas eux seuls. Et effectivement là-bas je suis d'accord avec le ministre. C'est lui-même qui nous montre en tout cas qu'il vous explique même que le rôle que nous jouons à 60% c'est dans les classes. Maintenant ce n'est pas lui seul qui doit réagir. On a besoin aussi du ministère de la fonction publique et celui de la finance. Voilà. Donc, ça veut dire que ce sont les deux. Si nous repartons au niveau du ministère de la fonction publique, on nous dit de venir voir notre ministre. Si nous partons voir notre ministre et dit que ce n'est pas lui seul, que le ministère de la fonction publique qui a le dernier mot. Donc, hier, nous sommes allés au ministère de la fonction publique pour lui dire que ça doit commencer par lui. Voilà. Nous l'avons dit, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire au ministère de la fonction publique, c'est aussi l'impérialisme. Voilà, c'est aussi l'impérialisme. En quoi est-ce que c'est l'impérialisme? Oui, c'est l'impérialisme parce que vous reclassez 21 000 personnes de l'autre côté et vous refusez de reclasser 1600 personnes en invoquant le contexte sécuritaire. Pour vous, c'est quoi l'impérialisme? Non, non. Ont été reclassés dans le contexte sécuritaire. C'est ça. Oui, oui. Pour vous même, c'est quoi l'impérialisme? Non, je sais, l'impérialisme, c'est la domination économique Bon, la domination économique d'un État plus fort par un État plus faible. Donc, je sais que si vous demandez, peut-être que j'ai pris l'exemple parce que ça existe au niveau de la fonction publique. Sinon, je sais que l'impérialisme, ce n'est pas un autre pays qui nous domine. Ce n'est pas ça. Voilà. Mais c'est l'impérialisme parce que dans la fonction publique, vous allez voir des gens qu'on a recrutés avec un niveau BPC et à les former. Et à la sortie, ces personnes-là ont au moins 4,5 millions par an
comme des primes de motivation. Pendant que nous sommes là, d'autres sont là, même chose, et ils n'ont rien. Mais ça, c'est quoi? C'est la même chose, non? Ils n'ont rien comme motivation. Donc, ce qu'ils font là, on ne les apprécie pas. Et le ministre de la fonction publique dit quoi? Ah non! Parce que vous avez la chance d'avoir l'ancien patron de la CGTB qui est assis là. Ça devait être qui a un cabinet où il y a plusieurs dirigeants de syndicats qui sont là-bas. Donc, il n'y a pas meilleure oreille d'ailleurs que ça. Oui. Mais c'est ça. Mais c'est là on ne comprend pas. Vous avez été reçu? Et plusieurs fois, mais pas avec lui-même. À chaque fois, il nous envoie des gens qui ont des pouvoirs limités pour dire qu'il ne peut rien faire sans lui, quoi. Mais ces derniers vous disent quoi? Chaque fois qu'ils vont transmettre ce que nous avons dit, qu'ils vont transmettre et rien. Vous êtes sûr que ce n'est pas transmis? Bon, mais nous-mêmes, ce qu'on aimerait, c'est croiser monsieur le ministre d'État d'abord pour voir ce qu'il veut dire. Et avec les têtes, comme lui, il a été un syndicaliste, lui-même, il était là au moment des signatures du protocole d'accord. Il peut mieux nous expliquer, mais quand on demande à le voir, à la poste, à arriver, il nous dit, bon, vu, il n'a pas le temps, une telle personne nous reçoit. C'est comme ça là. Oui, allez-y, monsieur. Okay. Donc, j'ai un autre signe de marginalisation que je vais évoquer. Le ministre a convoqué les partenaires sociaux le 26 septembre dernier. Donc, l'objet, c'était sur les conférences pédagogiques. Donc, il nous a expliqué que dans le budget prévisionnel, ils avaient en tout cas alloué 7 milliards, plus de 7 milliards pour les conférences pédagogiques des personnels du MINA-PLN. Mais avec les restrictions vu la situation sécuritaire, le solde disponible, c'est 2 milliards. Nous leur avons posé la question suivante. Dans le budget prévisionnel des 7 milliards, des plus de 7 milliards, est-ce que la conférence des agents de la vie scolaire était incluse? On nous a dit non. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Vous recrutez des gens plus de 10 ans, vous ne prévoyez même pas une formation continue pour eux. C'est de l'apartheid. C'est-à-dire il y a des bons emplois qu'on gère, qu'on traite normalement, qui ont tous les avantages, et il y a des emplois qu'on déteste, qu'on marginalise. Je pense que cette manière de faire là est grave. Tout ce que nous demandons, comme je l'ai dit, c'est qu'on nous implique. C'est l'exclusion là, c'est ça vraiment qui nous rebute. C'est ça qui nous rebute. Nous sommes des agents du MENA, nous sommes des Burkinabés. Et c'est ensemble que nous devons construire le pays. Mais lorsqu'on regarde ton emploi, en fonction de ton emploi, on te déclasse. Ce n'est même pas ta compétence. Mais il y a un problème. Je vous l'ai dit que le 12, nous avons fait une conférence de presse. Nous avons animé une conférence de presse pour annoncer les couleurs. Si rien n'est fait, on va en grève. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été appelés. C'est-à-dire quoi? Au sein du ministère même, certains responsables même estiment qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Allez-y, je vais. Oui, on comprend, hein. Mais en même temps, peut-être, vous, on vous a déjà reçu ici, c'était même très intéressant et on a pu comprendre un peu l'assistant d'éducation, ce qu'il fait. Parce que là, il y a beaucoup même les parents d'élèves, disent, bon, vous dites assistant d'éducation et tout. Ils disent, mais attends, monsieur, là, c'est de quel travail il parle au juste? Dans le fond, on est à la rentrée. Il y a un élément dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, la question des stupéfiants, de l'alcool, des boissons fortes qui sont souvent consommées par les enfants. Comment vous gérez ça? Parce que c'est pas facile, hein? Nos petits frères là, nos enfants là, quelquefois vous vous demandez si c'est celui qui est à la maison là, celui dont on parle de là, c'est la même personne. Comment ça se gère? Bon, comment ça se gère? Mais c'est un vrai phénomène, ça devient une inquiétude. Oui, ça devient une inquiétude, surtout dans les grands établissements de la ville de Ouagadougou. Vous prenez le lycée technique national. Voilà, donc il y a vraiment des nids. On ne va pas citer les établissements. Bon, c'est la réalité du pays, il faut qu'on le dise. Voilà, donc dans les grands établissements du pays, de toute façon, ce n'est un secret pour personne. Voilà, tout le monde sait. Voilà. Donc il y a des élèves vraiment qui ont des comportements difficiles. Et tout ça, c'est les agents de la vie scolaire qui doivent les gérer. Et on le gère comment? Parce qu'il faut l'implication des parents. Très souvent, lorsque un enfant pose un acte d'inconduite, souvent même pour que le parent vienne répondre, c'est tout un problème. Voilà. Donc il y a les textes aussi qui encadrent ces genres
de mauvaise conduite. Donc il faut traduire l'élève en conseil de discipline. Mais là encore, c'est la croix et la bannière parce que très souvent, on peut traduire les élèves en conseil de discipline, on les exclut et ils vont attaquer au niveau de la justice et on nous demande de reprendre ces élèves-là. Donc il y a un véritable problème. En fait, il faut qu'on s'accompagne parce que ce n'est pas facile, l'éducation aujourd'hui. Et les agents de la vie scolaire que nous sommes, nous manquons de formation continue. Parce que nous avons été, c'est la formation initiale seulement que nous avons reçue. Depuis lors, il n'y a aucune formation continue. Donc nous interpellons le ministère pour qu'il crée ce cadre de formation-là. Je vous prends l'exemple. Tout ce qui se passe comme pratique au niveau d'un établissement A, ça n'a rien à voir avec les pratiques d'un établissement B. Donc les pratiques ne sont pas harmonisées. Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'il va falloir vraiment regarder. C'est pas souvent lié aussi à l'échec de l'agent de la vie scolaire? Pas du tout. L'agent de la vie scolaire a reçu une formation initiale. Il arrive dans un établissement donné. Il trouve des dévanciers. Ils lui disent que bon, dans notre établissement, voilà comment nous gérons une telle situation. Le cas difficile. Le cas difficile. Soit il s'aligne, soit il se met de côté. En fait, c'est un peu ça. Puisqu'il n'y a pas un manuel voilà, sur lequel il faut s'appuyer pour trancher. Donc, on gère la situation au cas par cas. Voilà. Ce qu'on remarque justement, pour parler de ce cas, ce qu'on remarque justement, c'est qu'avant, bon, c'est vrai qu'on dit les débits de boissons, il y a 400 mètres, il y a beaucoup d'éléments. Mais les enfants, même maintenant, ils ont ça dans leur sac. Bien sûr. Allez-y, Oui, ce que vous demandez, il y a certaines questions que nous ne pouvons pas les répondre publiquement. Parce que c'est comme si vous demandez à un gendarme ou un policier comment il fait pour attraper le volet. Si nous vous expliquons ici, mais les élèves vont trouver d'autres moyens. Sinon, c'est pour vous dire, le débutant et celui qui est rodé dans ça, ce n'est pas la même chose. Et c'est à travers le débutant que nous allons pouvoir attraper les anciens et pouvoir en tout cas les sanctionner conformément à la loi. Et souvent même, nous arrivons à retirer des couteaux, des armes, tout, pour remettre à leurs parents. Mais si on étale tout ici, les élèves aussi... Couteaux avec lesquels ils viennent à l'école? Oui, exactement. Dans leur sac. Souvent, ils laissent même en brousse tout ça. Mais nous avons des circuits en tout cas pour pouvoir retirer tout ça. Voilà. Et en termes de conseil, qu'est-ce qui est fait? Oui, une fois que nous appelons les parents, nous leur en tout cas exposons les faits devant eux et nous essayons en tout cas à les sensibiliser. Voilà. Parce que si le parent aussi est au courant de ce qui se fait, du comportement de son élève, de son enfant, à la maison, il va en tout cas veiller sur lui. Et sur nous aussi, à l'école, même chose. Vous allez recevoir en tout cas un parent d'élève qui va vous dire que vous-même là c'est mieux. Et depuis que j'ai vu mon enfant, ça vaut 3 jours comme cela. Voilà. Ah bon? Oui, les parents nous disent ça. Moi, je me lève à 5h, à 4h du matin et je viens tardivement à 23h. Vous voyez, non? Ça veut dire que je viens pendant que l'enfant dort et je repars pendant que l'enfant dort. Donc, c'est vous, nous vous confions. Vous voyez, dans ça, là, comment vous allez pouvoir, en tout cas, encadrer complètement l'enfant. Ça doit être l'éducation de base est meilleure à celle apprise à l'école. Il n'y a pas de débat. Donc ça doit commencer là-bas. Mais si le parent vous dit comme cela, nous aussi nous essayons. Mais si les deux côtés là, en tout cas, on arrive à recadrer l'enfant là, non, c'est chose faite. Oui, allez-y, juge Bougma. Oui, justement, à vous entendre parler, c'est un corps qui a toujours sa place dans notre système éducatif. Bon, le gouvernement en a décidé autrement. Vous, ça, c'est pas un problème. Pour vous que, effectivement, vous puissiez rentrer dans vos droits. Oui. Mais il y a des parents aussi qui vous écoutent avec inquiétude. Oui. La rentrée, elle est là. Comment elle se présente? Si toutefois vous n'êtes pas entendu. C'est comme, voilà, nous venons de dire, j'ai voulu répondre à une question de monsieur qui a dit que non, que nous voulons bloquer la rentrée, nous voulons bloquer en tout cas leurs élèves ou quoi. Non, c'est une boutade. Oui, non, je sais bien, mais vous avez des enfants, c'est ça, non? Et notre conférence du 12, comme le ESG a dit, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réaction. Vous-même, vous savez que les élèves, surtout, tombent malades. Il y a des malades, il y a des cas. Et que c'est nous qui sommes obligés de les prendre avec nos motos pour aller au dispensaire, soigner avec notre argent. Qu'est-ce que vous, en tant que parent d'élèves, qu'est-ce que vous avez fait, en tout cas, pour remédier ce problème? C'est pour dire que nous parlons, les parents d'élèves sont là, ils nous regardent, ils ne disent rien. Ils ont une association. Et l'association, les élèves payent au moins 5 000 francs pour cette association. Minimum 5 000 francs. Mais
Si ils payent pour l'association, alors que l'association est là, l'association des parents d'élèves, pour remédier certaines choses, et vous êtes là, vous nous regardez. Vous attendez maintenant on dit non, aucun AVS ne va plus prendre un élève aller au dispensaire, pendant que vous réagissez. Ce n'est pas normal. Et aussi, ils ont leur part aussi là-bas, de vérité. Et c'est eux qui doivent aussi attirer l'attention du gouvernement, ou bien c'est eux aussi qui doivent voir, qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà, si je prends, il y a certains lycées, depuis que nous avons commencé à parler devant les médias, ils nous appellent, ils disent qu'ils ne savent pas que c'était comme cela. Ils ne savent pas que c'est nous-mêmes qui prenons notre argent pour aller soigner les élèves. Il y a certaines associations des parents d'élèves qui nous ont même appelé, dit que non, que cette année-là, ils vont en tout cas mettre un budget de 100 000 francs pour ce cas. Ce sont leurs enfants, ce ne sont pas les enfants du gouvernement. Ça c'est clair. De ce côté, ces lycées, ces écoles, il n'y a pas de problème. Nous allons demander à nos collègues d'utiliser cet argent en tout cas pour aider les élèves. Mais là où c'est toujours silence radio, on va faire comment? Voilà. Ensuite, le gouvernement a dit que nous sommes des personnels du bureau. Surtout pendant l'enrôlement, on nous a tenu des papiers, on a dit qu'il faut causer personnel du bureau. Parce que si vous causez personnel d'encadrement, vous avez l'indemnité. Causez personnel du bureau. Et nous avons causé. Donc, nous allons rester dans notre bureau. Il n'y aura pas d'appel. Il n'y aura pas d'appel. Nous avons prévu aussi des sittings. Voilà. Il n'y aura pas d'appel et installation des élèves. Aucun agent de la vie scolaire ne va mettre pied encore en classe, conformément à ce que le gouvernement a décidé. En classe, on verra si les professeurs pourront travailler, voilà, avec ces élèves, souvent indisciplinés, qui font du bruit partout. On verra s'ils pourront travailler. On ne va pas traiter les dossiers d'examen cette année. Nous n'allons pas traiter les dossiers. On ne va même pas les remettre. On ne va pas aller les saisir. Parce qu'on a dit que nous sommes les personnels du bureau. Voilà. C'est pour amener l'État même à constater que nous ne sommes pas des personnels du bureau. On va voir si un personnel du bureau peut envoyer un élève au dispensaire pour aller soigner. Voilà. Et quelles sont vos relations avec les autres entités, le corps enseignant et les autres encadreurs? Relations... Oui, votre syndicat, les travailleurs de la vie scolaire, oui. Et par exemple les enseignants, par exemple. Non, il y a une bonne relation, nous n'avons pas de problème. Ou bien c'est que... oui, je parle, oui. On ne peut pas dire qu'ils nous soutiennent, mais même ils voient que c'est légitime. Ce que nous revendiquons, c'est légitime. Sinon, ils pouvaient même gérer Actuellement, il y a des professeurs qu'on a approchés pour faire des appels aux autres, mais ils ont refusé. Parce qu'ils voient que notre lutte là est légitime. Il n'y a pas de débat. Ce sont des tests que nous demandons que l'État applique. C'est tout. Rien d'autre que ça. Ce sont les tests. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils nous encouragent. Beaucoup ont refusé de faire l'appel. Si vous remarquez, à Ouagadougou, je peux donner, il y a des lycées, il y a des lycées où il n'y a même pas eu, ça veut dire tous les AVS étaient en grève, mais il n'y a pas eu d'appel. Effectivement, il y a des établissements qui ont remarqué qu'il n'y a pas eu d'appel, mais on ne savait même pas que c'était... Oui, mais c'est ça. Parce que les professeurs, comme ils voient que c'est légitime, ils ne peuvent pas faire ça. C'est parce que nous sommes des collègues. Voilà. Ils ne peuvent pas faire ça à leurs collègues. Donc, on a essayé de faire penser aux gens que quoi. C'est pas passé 2 jours, non. On ne va même plus faire. On a remarqué que les 2 jours là, partout au Burkina, les gens ont su en tout cas que nous sommes importants. Aller en grève a des implications sur le plan légal. Il y a des sanctions pécuniaires et tout. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur. Il ne faut pas avoir une chose et son contraire. C'est pas possible. On n'a pas peur de ça. Voilà. Et nous allons mettre un point final à cette 3e convocation du tribunal de l'actualité. Je rappelle que le secrétaire général du syndicat national des animateurs de la vie scolaire Charles Dipama, ainsi que le secrétaire général de l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire, Thomas Nayogue, étaient nos convoqués à la barre du tribunal, et avec eux il a été question de la rentrée scolaire 2023-2024 déjà marquée par des mouvements d'humeur. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci beaucoup. À vous. Merci au juge Bougma et au juge Vaha pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.